Je fais partie de l'IFSTAR, qui est l'Institut français des sciences et technologies pour les transports et l'aménagement des réseaux. Nous sommes un établissement public à caractère scientifique et technologique, un EPST, qui dépend à la fois du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de la Recherche. Alors, nous conduisons des recherches appliquées et des expertises sur le domaine des infrastructures, de la ville. Et donc l'IFSTAR est une émanation du laboratoire central des ponts et chaussées précédemment. Le département auquel je contribue s'appelle le département matériaux et structures. Nous conduisons pas mal d'actions de recherche sur la durabilité des infrastructures, les facteurs de vieillissement, l'utilisation des nouveaux matériaux, les matériaux innovants dans le domaine notamment. Donc nous regroupons 8 laboratoires qui couvrent ces différentes préoccupations. Nous sommes un organisme à vocation nationale. Nous agissons aussi sur l'international, bien évidemment, puisque le domaine de la recherche est ouvert, bien sûr, à l'international. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? En fait, notamment dans le domaine des grandes structures, des ponts, des ouvrages d'art, il y a eu un fort développement dans les 50 à 60 dernières années pour faire face à l'accroissement du trafic routier, notamment l'augmentation des charges et le développement du réseau routier. Et donc dans ces dernières années, dans ces 50 à 60 dernières années, beaucoup de structures ont été construites, notamment des ponts pour une durée de vie de 100 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines sont à peu près à la moitié de leur durée de vie. Donc leur vieillissement et leur maintenance est un enjeu primordial. Lors du développement de ce réseau, bien évidemment, les constructeurs ont pensé à la problématique de la durabilité de ces ouvrages et forcément mis en place un certain nombre de textes qui régissent ces constructions. Parmi ces textes, le pivot me semble être le fascicule 65 du cahier des clauses techniques générales, qui regroupe les différentes normes qui doivent être respectées pour ces constructions d'ouvrages. Dès le départ, ce fascicule 65 s'est attaché à avoir une certaine assurance qualité de la construction. Et au fur et à mesure de ces évolutions, à chaque fois que cela était possible, il s'est tourné vers la certification et a intégré la certification dans sa démarche. Si on se place une cinquantaine d'années en arrière, ce souci de qualité se traduisait comment? Tout d'abord, on faisait des essais de réception. L'essai de réception consiste à tester le matériau, lui tirer dessus, le plier, etc. Enfin, l'amener dans tous ses retranchements pour savoir jusqu'où il peut aller. Et on s'assure que les limites qu'il atteint correspondent ou sont supérieures aux limites qu'on souhaite. Et donc, on s'assure de la qualité du matériau. Vous imaginez que c'était quand même pas mal de travail de tirer sur les matériaux, de s'assurer à chaque fois de la qualité des matériaux avant d'entreprendre un chantier. En 1971, l'administration, pour s'assurer de la qualité des matériaux, a mis un système en place qui s'appelle la vérification du contrôle en usine, et auquel le LCPC et le CSTB participaient. Il s'agissait de voir quels étaient les contrôles faits en amont sur les matériaux, lors de production notamment. Et il y a eu des commissions d'agrément qui statuaient sur donner ou pas l'agrément pour tel ou tel matériau, pour tel ou tel usage. Ce système de commission d'agrément a perduré et si on se place quelques années avant la création de l'AFCAB, en 1985, il y avait un système d'homologation. On demandait à ce que les armatures et les trilles soudées employées soient homologuées pour pouvoir être employées. Au début des années 90, l'AFCAB a été mise en place. Ce système d'homologation a été petit à petit transféré à l'AFCAB. Le LCPC était partie prenante, laboratoire central des ponts et chaussées. En rétrospective, on peut se dire qu'on a eu raison d'adopter ce type de système pour s'assurer de la qualité des matériaux qui étaient en place, puisque aujourd'hui, on a très peu de pathologies sur les matériaux eux-mêmes. C'est plus sur des facteurs de vieillissement type corrosion. On voit que le fascicule 65, dès le départ, a pris en compte la qualité des matériaux qui étaient employés. La connaissance des facteurs de vieillissement qui s'est développée, le constat des facteurs de vieillissement qui étaient réellement constatés sur ouvrage, ont amené à faire progresser ce fascicule 65 et la certification en même temps. Les référentiels de certification de l'AFCAB ont été établis par une collaboration de tous les acteurs concernés, les laboratoires, les bureaux de contrôle, les entreprises, les producteurs, les utilisateurs. Ces référentiels s'assurent que les besoins de chacun et les possibilités de chacun soient respectées.
Donc l'idée est de faire une certification qui ne porte pas seulement sur le produit lui-même, mais aussi sur le système productif. C'est-à-dire qu'on s'assure de la qualité du produit et de la capacité du producteur à continuer à le produire de façon régulière. On s'assure notamment des dispositifs de contrôle interne qui sont mis en place de façon à repérer rapidement une non-conformité. Alors, le système de certification de l'AFCAB repose à la fois sur des essais sur les produits qui sont faits lors de l'admission d'un produit en certification et lors de son suivi régulièrement, et d'audits chez le producteur ou chez le poseur, qui sont faits là aussi régulièrement lors de l'admission ou lors du suivi. Son intérêt, on le voit bien, c'est d'abord de pouvoir avoir un niveau de confiance supérieur dans les matériaux qu'on va utiliser. Et ce niveau de confiance, forcément derrière, on va réduire la nécessité des contrôles à faire. On n'est plus dans la démarche des essais de réception, matériau par matériau, chantier par chantier. On est dans une démarche qui est faite en amont. Donc les contrôles à faire sur le chantier sont moindres. On gagne beaucoup de temps, on gagne de l'efficacité, et donc économiquement, c'est tout à fait viable. Alors c'est économiquement directement sur le chantier, c'est économiquement viable à terme, puisqu'on sait que notre structure va respecter un certain nombre d'exigences qui vont assurer sa durabilité et nous poser moins de problèmes de maintenance. Vous souhaitez obtenir la certification, vous allez vous adresser à l'AFCAB, qui va en fait organiser les choses derrière. Il y a pour cela une planification d'un audit. Alors ces audits, l'IFSTAR y participe, organise un réseau avec un réseau de laboratoires, des laboratoires qui font partie du CEREMA, qui est un de nos partenaires. Et donc ces audits sont organisés avec des constats sur place où on surveille, on regarde comment sont organisées les choses, quel est le schéma qualité qui est mis en place, quelles sont les vérifications, les contrôles internes qui sont faits, et il y a des prélèvements de matériaux qui sont faits, qui sont envoyés à des laboratoires indépendants et que l'AFCAB reconnaît comme étant laboratoire valable. On se base notamment sur un comité français d'accréditation qui accrédite ces laboratoires. Et donc, suite à cette démarche, donc il y a un rapport d'audit, un rapport d'essai qui est observé en commission. Alors, ces commissions regroupent les différents intervenants dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est des commissions collégiales et qui regardent la validité des dossiers, est-ce qu'on peut admettre les matériaux ou pas, en fait. Voilà. Et c'est validé en conseil d'administration à l'AFCAB. Quand vous faites appel à un poseur certifié, vous êtes sûr d'un certain nombre de règles de l'art qui sont vérifiées, qui sont respectées. L'acier est de qualité et derrière, il va respecter par exemple les enrobages. On a vu que c'était un facteur pertinent de vieillissement ou de durabilité. Donc l'enrobage, c'est la façon dont l'armature est intégrée au béton et recouverte de béton. Et c'est ce qui la protège de la corrosion. Donc faire appel à un poseur certifié, ça vous apporte un certain nombre de garanties de durabilité aussi. Il y a une autre certification qui est celle des dispositifs de raboutage. Elle consiste à s'assurer de la qualité de la liaison qui est faite entre plusieurs armatures. Et derrière, il y a des exigences de traçabilité, d'origine des matériaux et de comportement. Un autre intérêt pour les donneurs d'ordre et les maîtres d'œuvre de la certification, c'est le fait qu'on constate que les normes évoluent. À juste titre, il faut intégrer dans les normes les connaissances et les constats qui sont faits au fil du temps. Il ne faut pas figer les normes, donc on les fait progresser. Cela veut dire que la difficulté est parfois de savoir quelle norme citer, savoir vérifier son application. Et la certification apporte beaucoup de simplification aux donneurs d'ordre en la matière. Vous savez derrière que la norme qui a été employée sera la bonne, qu'elle a été vérifiée dans de bonnes conditions. Et donc, on se plaint souvent du développement des normes et de l'alourdissement que ça représente, notamment au niveau des donneurs d'ordre. Je crois que la certification est une bonne solution à ce problème-là. Il suffit de se dire qu'un acier est certifié sans se soucier forcément de la norme à citer, de la version à citer et de la vérification de cette norme. C'est fait en amont. Donc on peut regretter éventuellement de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais il ne faudrait pas regretter sur des ouvrages importants maintenant qui ne sont pas couverts par la certification dans 25, 50 ans, que ces ouvrages n'aient pas été inscrits dans ce système de certification qui assure leur pérennité. Et donc il y a un argument économique à long terme, ou même à moyen terme,
qui peut motiver le fait qu'on fasse appel à la certification et qu'on l'insère dans des règlements, notamment pour les structures les plus importantes. Les structures importantes vont induire, s'ils ont des problèmes de maintenance, des coûts importants derrière. Alors bien sûr, la qualité peut avoir un coût, mais les non-qualités ont un coût certain. Et donc évitons les non-qualités et construisons des objets qui durent dans le temps. Donc ça, c'est un premier argument que sur lequel on peut s'appuyer pour la certification. Un autre argument est que les équipes qui construisent les ouvrages aujourd'hui, notamment dans les collectivités, ne sont pas forcément toujours armées pour maîtriser l'ensemble des textes qui sont à disposition, choisir les bonnes normes, faire les bonnes références, faire les bons contrôles. Et donc la certification allège énormément le travail de suivi de chantier. Et pour les prescripteurs et pour le suivi de chantier, la certification peut apporter beaucoup et là, des niveaux de gain d'efficacité économique dès le chantier.